à Sparcraft, on exporte à peu près dans 35 pays, 35-38 pays, et on a 2 filiales. On a une filiale aux États-Unis et une filiale en Australie, qui gère Australie et Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est un petit peu... On a créé un réseau d'export. Moi, je me rappelle, quand il y a quelques années, quand on a commencé à travailler avec Beneteau, l'acheteur m'avait dit, d'abord, Dominique, il faut créer ton réseau pour qu'on puisse mettre tes produits sur tes bateaux, puisqu'il faut avoir après un suivi technique et un appui technique en fait, du réseau. Donc on a créé ce réseau-là. Et je dirais qu'en fait l'export c'est un petit peu... c'est fait, comme l'a dit Stéphane, c'est d'opportunités. Moi quand j'ai débuté, voilà, on rencontre dans un salon un agent, un distributeur, on sympathise, on regarde un petit peu, on sait qu'il est pas mauvais, et on peut y aller, et on y va. Mais automatiquement, ça peut être l'opportunité, ou alors on a fait vraiment une action sur un pays, on se dit tiens, on va aller en Angleterre, je vais voir le marché, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, je vais faire l'étude de marché, et je vais chercher des distributeurs. Pour nous, ça a été, dans les deux cas, ça a été de l'opportunité ou de l'action. Donc, à chaque fois, en fait, quand il y a de l'action, il y a une réflexion. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à aller sur ce pays-là? Est-ce qu'on est prêt à faire de l'export? Comme Stéphane l'a dit, il y a de la capacité humaine. Déjà, est-ce qu'on parle anglais? Est-ce qu'on parle les langues? Moi, j'ai eu le cas de sociétés où le commercial ne parlait pas anglais et il nous suivait et où il n'avait pas ses brochures en anglais, ça handicape, voilà, il faut être prêt. Et ses capacités financières, parce que ça coûte, hein, il faut voyager, il faut aller, il faut visiter, il ne faut pas faire qu'une partie du pays, il faut savoir ses forces de produit par rapport à la concurrence qui est locale. Et ça, des fois, on découvre la concurrence locale quand on va dans le pays, c'est pas évident. Je pense à la Turquie, où à la Turquie on ne se dit pas, tiens, ils sont fabricants d'enrouleurs ou de mâts, et ben, la Turquie, il y a un fabricant d'enrouleurs et il y a des fabricants de mâts. Et voilà, et quand vous arrivez là-bas, vous dites, bon, ben ouais, qu'est-ce que je fais? Avoir maintenant un outil marketing, un site web, dans les deux langues, au moins en français et en anglais, c'est le minimum. Parce que quand vous donnez votre carte de visite et après la personne va voir le site web, et si le site web il est juste en français, là ça va pas. Ça. Voilà. Donc avoir ces brochures également, les gens ils aiment bien avoir, quelle que soit la culture, ils aiment bien avoir quand même du papier. Et puis là, là je pense qu'on est prêt à exporter, quoi. Alors ensuite, quel produit, ça on peut se dire quel produit, dans quel pays. Quand on est, je dirais, primo-exportateur, il faut peut-être choisir des pays un petit peu plus faciles, pays européens. Pour nous, c'est assez facile. On ne peut pas aller partir, je dirais, au Maroc ou en Algérie, ou là où on peut avoir des difficultés de risque de paiement et tout. Voilà, quelle est la situation du marché. Voilà, ça, on peut savoir, je pense que les salons, comme l'a dit Stéphane, c'est une bonne entrée en matière, ça permet de savoir un petit peu quel est le marché, comment, et on voit un petit peu la concurrence, ça permet de discuter aussi avec les revendeurs et voir un petit peu ce qui se passe. Et puis une étude de marché. L'étude de marché, on peut se faire aider par la FIN, par la CCI, par UBI France, enfin Business France maintenant. Voilà, et on a un petit peu aussi quelques informations sur le net. Je sais que nous on va pas mal sur le net dans un premier temps pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et où sont les produits qui nous sont similaires. Ah oui, alors hop, faut que je revienne, c'était trop vite. Ah, c'est stressant. Hein. Ouais, c'est stressant. Mais il ne veut pas revenir. Nous, on est... Je ne sais pas si tu peux revenir. J'en ai passé une rapidement. Mais, ouais, non. Non, ça, c'est... On passe, là. Ouais. Ça? Ouais, encore. Oui, la visite, voilà. Après, voilà. Ouais. Passer à l'action, c'est, comme je disais, c'est aller à la visite de salon, des visites de prospects qu'on peut avoir et qu'on a dénichées. Moi, j'aime bien les missions collectives.
un petit... ça va envers un petit peu ce qui est mis en place, mais j'aime bien... Là, j'en ai fait une en Afrique du Sud. On s'est retrouvé d'ailleurs avec le commercial de export de grand large. Et je trouve que la mission collective, eh ben, en fait, c'est là où on avance un petit peu. Et là, c'est un petit peu je dirais, la difficulté française. On est un petit peu des fois trop individualiste. Et je trouve que les anglo-saxons et autres pays sont beaucoup plus collectifs que nous. Nous, on a tendance à y aller un petit peu tout seul, et alors que les anglo-saxons, ils vont généralement de bon cœur et tous ensemble, et ils ont une force qui arrive comme ça, quoi. Et la mission collective que j'ai fait en Afrique du Sud, je dirais, ce qui est pas mal, c'est que le soir, vous vous retrouvez à l'hôtel, vous discutez un petit peu avec les autres sociétés, qui ne sont pas automatiquement des concurrents, du marché, vous discutez en fait des contacts que vous avez eus, et ça, je trouve que c'est enrichissant, et ça permet de voir un petit peu quel est le marché. La prise de contact locaux, c'est un petit peu les gens qu'on va voir sur le terrain, et l'étude de marché. Nous, on a pris l'optique d'avoir des distributeurs. C'est aussi une facilité, plutôt que, je dirais même au départ, quand on a débuté sur les États-Unis, on avait le choix d'une filiale qui s'imposait, mais le choix d'une filiale, c'est très coûteux, c'est quand même très important, enfin, c'est relativement coûteux. Et le distributeur, c'est assez facile. En fait, voilà, vous le trouvez. Par contre, ce qu'il faut, c'est le suivre, ce distributeur, parce qu'on a eu le cas de fois de distributeurs qui vous masquent un marché, qui vous prennent la carte de votre produit. Et en fait, en sous-marin, ils vendent votre produit concurrent, quoi. Ou alors, ils ne font pas exactement ce que vous souhaitez. D'où l'importance de faire des visites avec lui, de voir un petit peu ce qu'il fait, et d'aller visiter du client avec lui, surtout. Généralement, ce qu'il vous dit, ce n'est pas automatiquement ce que dira son client, quoi. Et puis, reporting sur le marché, rendez-vous salon. Nous, ce qu'on fait, on fait un point au METS, qui est au mois de novembre à Amsterdam, avec tous nos agents. Et ça permet d'avoir un petit peu la vue de l'année et de voir un petit peu ce qu'ils vont faire dans l'année suivante. Mais le distributeur, c'est aussi facile si vous avez un petit problème technique ou quelque chose avec un chantier que vous avez. Voilà, ça peut être un relais intéressant. Mais bon, on a bien mis garder un œil sur le marché parce que des fois ça s'endort un petit peu et il faut le réveiller. Bon, les avantages du distributeur, c'est une implantation rapide et facile, un évissement limité, l'adaptabilité, puis la connaissance du marché, il l'a automatiquement, lui, normalement. Et puis, ne pas se précipiter par une exclusivité. Souvent, en fait, le distributeur, et quand c'est de l'opportunité, vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit ah, « je veux importer tes produits », souvent il dit « je veux une exclusivité ». Moi, je donne un conseil on tempère, on dit « ok, on regarde ce que tu vas faire pendant 1 an, 2 ans, on regarde ça dans un contrat qui peut être allégé ou un contrat qui peut être juste tapé dans la main, et on essaye d'être rigoureux là-dessus. » Mais l'exclusivité, il faut automatiquement avoir un retour sur investissement. Si on donne l'exclusivité à quelqu'un, il faut qu'il s'engage à vendre tant de pourcents, tant d'euros, quoi. Voilà, ou alors qu'il y ait une démarche réelle au niveau commercial, au niveau de ce distributeur. Alors nous, on a mis en place des contrats de distributeurs. Et on a alors on les allège, on les change un petit peu. On a un contrat de distributeur qui a été fait par un avocat, spécialiste en droit commercial. Et ça nous permet, je dirais, de baliser un petit peu tout ce qui en fait, doit faire le distributeur et ce que nous aussi, nous devons faire pour lui. Et là, ça permet d'être clair, les territoires sont aussi clairement définis. Il peut y avoir aussi, je dirais, des ventes directes hors dehors des distributeurs, mais ça au moins c'est bien clair et c'est bien fait. Et bon, c'est un coût. Qui n'est pas si élevé que ça. Je pense que, je ne sais plus, nous on a dû payer entre 1500 et 2000 euros pour ce contrat. Mais au moins, on est bordé. Et c'est surtout quand vous avez un clash avec un distributeur, là,
vous vous apercevez que ça coûte. Ça peut coûter. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que nous on l'a mis. On n'a jamais eu de clash avec un distributeur. Mais quand vous devez reprendre un stock ou des trucs comme ça qui sont obsolètes, et voilà, ça peut être très critique. Ouais, après, c'est au niveau du transport. Nous on fait beaucoup d'ex-work. Voilà, c'est facilité aussi. Hein. Nous, on exporte énormément en Europe, donc CE, c'est assez facile. Après, bon, c'est vrai que tous les pays, la Turquie, enfin, les autres pays où vous avez besoin des documents douaniers et tout ça, c'est un petit peu plus difficile, mais on fait pas mal d'exports. Vous voyez, l'alternative, c'est le DAP, Delivery at Place, que l'on fait. Voilà. Moi, si j'avais quelques petits conseils, voilà, c'est réfléchir un petit peu avant de dire ok, on y va et on exporte. Souvent, je pense que quand on est primo-exportateur, c'est de l'opportunité, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut minimiser au maximum les risques et assurer surtout un suivi régulier. Ça, c'est hyper important. Enfin, c'est le b.a.-ba du commercial, mais voilà, c'est à suivre. Moi, je dirais en fait aussi, c'est l'export, quand vous côtoyez des cultures qui sont différentes, c'est là où ça vous apprend votre culture. C'est tout con, mais et vous devez, enfin, je pense que Stéphane l'a dit aussi, vous devez un peu vous adapter à la culture de votre distributeur ou de votre client. Ça, c'est pas facile. Moi, j'ai l'habitude de prendre un petit café après un repas. Ben, vous avez des pays, ils s'en foutent. Voilà. Et voilà. En France, vous prenez entrée, plat, dessert. En Autriche ou en Allemagne, c'est plat, bière, et voilà, basta. Il faut s'adapter un petit peu, et des fois, c'est pas facile. Le pire, en Chine, des fois, c'est encore... Voilà, quand vous arrivez dans des pays asiatiques, bah, votre culture, vous voyez qu'elle est totalement différente du chinois. Voilà, mais bon, c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, j'adore ce boulot pour ça. Et c'est hyper enrichissant, mais votre culture, vous la voyez bien. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai fait un essai à 4 jours de différence d'un Sunbeam, et bateau, on l'appelle le Albert Rassi du Sud en Autriche. J'ai fait un essai, c'était en Slovénie. On est parti de Paris, on est arrivé très tard dans l'après-midi en Slovénie. On a fait l'essai, on n'avait pas mangé. Le gars, il a dit ok, on y va. On est rentré à 4 heures, on fait essai en mer et tout ça. On a mangé du pâté avec des grosses tranches et de la bière. Et on a fait que ça, voilà, même pas au revoir, rien du tout. On avait maté le bateau et tout, pas trop. Et le lendemain, on volait sur la Croatie. Ambiance totalement différente. On est arrivé le soir, le gars nous a accueillis, il a été nous porter à l'hôtel, on a été boire un coup, j'irai au bar. On est allé le lendemain, il nous a dit vous pressez pas les gars, c'est 10 heures. Et puis à 10 heures, on a été prendre le petit café et ensuite on a essayé le bateau. J'ai vu que j'étais plus latin que germanique. Mais c'est là où vous voyez un petit peu la différence que vous pouvez avoir.